Brocéliande, c'est le jardin un peu privé qui me permettait de faire face à tous ces malheurs du monde. Je suis Marcel Calvez, j'ai été professeur de sociologie à l'université Rennes 2 jusqu'en 2022, donc je suis maintenant émérite. Tout au long de ma carrière, j'ai commencé par ces questions de territoire, donc, dont Brocéliande était un aboutissement, mais le reste de ma carrière, je l'ai faite sur des questions autres. C'était essentiellement la sociologie de la santé, le sida, les handicaps, les cancers, parce que c'était aussi ce qui permettait d'avoir une activité professionnelle et qui renvoyait à quelque chose un peu utile dans le monde dans lequel on est. Donc Brocéliande, c'était un peu je dirais pas mon jardin secret parce que je le rends public, mais le jardin un peu privé qui me permettait de faire face à tous ces malheurs du monde. À l'origine, donc c'est dans les années 1980, ce qui remonte à loin. C'était une thèse que j'ai faite dans le cadre d'un programme interdisciplinaire de recherche en environnement. Et elle concernait le Val sans retour. C'était en lien avec la station biologique de Paimpont. C'est là où, effectivement, j'ai découvert ce lieu que je ne connaissais pas. Les gens me disaient « Vous êtes breton, donc vous devez connaître Brocéliande-le-Roi-Arthur », ce qui n'est pas vrai, et en tous les cas pour ce qui me concernait. Donc j'ai découvert ce monde avec ces gens qui voulaient implanter des légendes. Après, professionnellement, j'ai dû trouver de quoi travailler. Donc j'ai travaillé en tant que sociologue, puisque ma thèse était en sociologie. J'ai travaillé sur le sida, sur les handicaps, sur les cancers. Brocéliande est resté un petit peu comme un jardin d'apaisement par rapport aux malheurs du monde, aux malheurs des gens. La retraite venant, je me suis dit que c'était intéressant à reprendre, et d'autant plus qu'il y avait quelques personnes, je pense en particulier à Xavier Mauduit, à l'équipe du cours de l'histoire, qui m'avaient très agréablement reçu et m'avaient donné un peu l'envie de repartir et de terminer une boucle. D'abord, il y a eu un changement d'échelle. Je travaillais sur le Val sans retour, 140-150 hectares de terre et Tréorantec. L'un dans l'autre, ça a été l'extension du territoire sur lequel j'ai travaillé, parce que je ne pouvais pas comprendre le Val sans retour sans comprendre l'ensemble plus général de Brocéliande. Deuxième chose, moi j'avais une formation d'économiste, et donc d'économiste rural. Donc j'ai travaillé sur l'agriculture à Tréorantec, la façon dont on utilisait les landes, et puis il a fallu que j'aille dans d'autres sources. Donc j'ai été conduit à travailler sur toute la littérature du 19e, et je dirais que la numérisation de la BNF m'a beaucoup aidé, puisque maintenant, alors que ça demandait un temps énorme pour accéder à des livres, là je les avais de façon rapide. Ça, c'est une première chose, donc j'ai dû apprendre à travailler là-dessus. Je me suis plus intéressé au tourisme également, et puis j'avais entre-temps développé une appétence pour les biographies, ce qui fait que l'abbé Gillard à Tréorantec, eh bien, j'ai repris ces éléments-là. Quant aux périodes les plus récentes, donc depuis les années 60, c'est une partie des travaux de thèse. J'avais une formation aussi en aménagement du territoire, et puis le suivi après, depuis les années 80, j'ai suivi un peu ce qui se passait. Il y avait une matière qui était une matière un peu aride. Et puis, vous savez, quand on travaille sur un endroit, peut-être qu'à des moments, on a un sentiment d'écœurement, en disant on en a trop, et puis ça paraissait très local. Et puis en remettant tout ça un peu en ordre, dans un ordre chronologique, dans un ordre aussi de causalité, les gens me sont parus un peu plus sympathiques. L'abbé Gillard à Tréorantec, je dirais d'une certaine façon en écrivant, alors bon, c'est un curé qui devait être absolument invivable pour son évêque, et pour d'autres encore, il était persuadé de ce qu'il faisait, mais il m'est devenu sympathique par l'écriture. Même le maire de Plohermel, Ancelin, Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à dire sur cette personne qui est un personnage un peu trouble dans l'histoire récente. Je dirais que quand je le vois avec tous ces comportements très hyperactifs, la distance aidant, l'écriture aidant, ils deviennent sympathiques, tous les gens. L'autre chose qui était étonnante, c'est que j'écrivais sur tel et tel. Par exemple, Patrick Lebrun, qui était un conteur. Et bien, en écrivant, je l'entendais encore raconter ses contes. Cette proximité avec les gens a fait que les choses ont changé. Deuxième changement, c'est que, j'arrive à un point où je vois les uns les autres qui essaient de promouvoir
les conceptions qu'ils ont de Brocéliande. Bon, en tant que sociologue, un peu dégagé des choses, je me dis, ils ont leur raison de voir, leur raison de faire, qu'il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Alors, topographie légendaire. D'abord, ça vient d'un sociologue qui s'appelait Maurice Halbwachs, qui est mort à Ravensbrück en 1945, qui avait écrit un ouvrage sur la topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte. Ce qu'il disait, je trouvais intéressant, c'est d'essayer de s'interroger sur la façon dont les évangiles, l'histoire de Jésus, avaient façonné un territoire. Et donc, il y avait cette idée aussi que là, il y a des légendes qui vont être prises pour donner du sens à un territoire qui est un territoire relativement banal parmi les autres. C'est des forêts, des landes et puis un peu d'agriculture. Donc, qui va transformer ces lieux, va les sortir de leur banalité pour en faire des lieux un peu extraordinaires. Puis ces lieux extraordinaires, ils vont suivre leur propre évolution. Cette extraction, c'est les années 1820. Le tourisme qui commence dans les années 1850-60. L'abbé Gillard qui va réinventer à partir de Tréorantec cette topographie légendaire. Et puis, c'est les années 1945-1960 pour le dire vite. Et puis les années 1960 et surtout, me semble-t-il, les années 1980, après les grands incendies qui ont touché l'ouest de la forêt. Toutes les logiques d'aménagement du territoire, donc du pouvoir de l'État qui va venir transformer les lieux. Et puis, les habitants qui vont dire, non, nous, on ne se retrouve pas là-dedans, ce qui fait cette topographie. Donc, des légendes qui s'appliquent, et puis à partir de là, une diversification, une transformation extrêmement importante des lieux pour arriver à la diversité actuelle. C'est pas une opposition du mythe et de la réalité. Il y a des gens qui viennent à Paimpont, qui vont voir des rochers et qui vont trouver qu'ils ont un côté magique. Il y a certains qui vont pouvoir se réinventer des paysages un peu médiévalistes, c'est-à-dire toute une représentation de la table ronde, et d'autres à côté vont voir un paysage avec ses lignes de fuite et autres. Mythe et réalité vont de pair. En fait, derrière le mythe, il y a surtout une appellation emblématique, c'est Brocéliande. Cette appellation, elle donne une valeur particulière au lieu à partir de laquelle des gens très divers viennent. Ça me fait penser à une chose, ça c'est, on peut le citer, il est décédé depuis, c'est Bréquilien, qui était un druide, qui disait il y a des saucissonneurs du dimanche qui viennent dans un lieu qui est un lieu sacré. Il parlait du Val sans retour et donc en gros, il faut empêcher les saucissonneurs du dimanche de venir. Mais ils sont aussi légitimes que lui. Lui, il voit un paysage légendaire, les autres voient un paysage de loisirs où le dimanche, ils venaient en pique-nique. Mythe et réalité, pour certains, effectivement, le mythe guide la réalité, l'imaginaire, il y a d'ailleurs un centre de l'imaginaire arthurien. Pour d'autres, c'est une forêt magique ou alors un lieu de détente. Il y a toute une diversité dans ce paysage de Brocéliande. C'est un territoire très grand qui permet à des gens très différents de venir. Il est plus ou moins accessible. Les gens considèrent que puisque c'est une forêt, la forêt est accessible. Non, c'est une forêt privée. Donc c'est aussi un lieu de production. Donc il y a une diversité très grande avec des gens très très différents, des types de publics très différents. Il y a des gens qui sont très attachés à l'ancrage local, qui essaient de promouvoir les cultures locales. Il y a des gens qui viennent parce que c'était Brocéliande, donc ils vont voir Brocéliande. Alors, ils voient des lieux. Ces lieux, c'est leur regard qui les transforme en Brocéliande. Il y a eu un ouvrage qui est paru l'année dernière où la personne parlait des gens qui viennent en druides, d'autres en elfes et autres. Il y a ceux-là qui viennent, tout autant que des gens qui viennent avec leurs enfants pour un espace de loisirs. Et c'est ça qui, en même temps, fait la diversité de Brocéliande. Après, il y a certains qui essaient de définir une légitimité. Mais la légitimité arthurienne, de certains, elle est tout aussi légitime ou aussi peu légitime que celle de gens qui voient l'endroit comme un centre de ressources, la Porte des Secrets à Paimpont, qui est un lieu d'accueil, ou d'autres qui voient un sentier de randonnée. Puis les enfants qui vont dans la boutique à côté de la Porte des Secrets, ils vont trouver tout un ensemble de petites statuettes en plastique, soit des chevaliers de la table ronde, soit des fées, des ouvrages. Donc,
Il y a vraiment une diversité. Et moi, ce que je trouve intéressant par rapport au 19e, où il y avait une vision un peu arthurienne, c'est cette diversité des représentations. Sachant qu'au 19e, en fait, nous, ce qui nous reste, c'est ce qui a été écrit. Donc, les autres, les gens qui n'écrivent pas, les gens qui n'en parlent pas, quelle représentation ils ont? Et je reviendrai là sur ce que je faisais dans les années 80. Moi, j'ai été très surpris quand j'allais dans les administrations à Rennes, les gens sachant que je travaillais sur Tréorantec et le Val sans retour venaient me voir parce que tout le monde avait été là, tout le monde avait été voir, tout le monde avait une image de l'abbé Gillard, en l'occurrence, celui qui a fait ce qu'on appelle maintenant l'église du Graal. Et donc ça les marquait. Et même l'église du Graal, il y a certains des prêtres qui vont valoriser tout cet héritage. C'est aussi dans les guides touristiques, mais si vous prenez l'évêque de Vannes, lui, il est beaucoup plus distant, hein, il ne va jamais parler d'église du Graal. Cette coexistence de représentations qui peuvent être antagoniques, c'est vraiment pour moi l'un des intérêts de ce lieu. Il y a un ensemble de personnes, de lecteurs, qui peuvent être intéressés par Brocéliande. Comment ça s'est mis en place? C'est quand même, par rapport à tout ce qui s'est fait sur la matière arthurienne, c'est de la matière arthurienne très très tardive, hein, par rapport à des ouvrages majeurs qui ont été publiés au pur. On a affaire à quelque chose sur la façon dont l'héritage arthurien s'est maintenu au 19e, au 20e siècle, dont il s'est incarné dans des lieux. Donc il y a toute cette évolution sur Brocéliande. Et puis en même temps, en l'écrivant, je me suis rendu compte de cela. C'est une histoire de la Bretagne par le bas. Alors, Brocéliande, c'est un peu emblématique. Il y a les questions celtiques, Merlin, les druides, les mégalithes et autres. Donc on retrouve tout un ensemble de thématiques qui se fixent au 19e siècle. Et on voit leur évolution. Et donc cette histoire de la Bretagne par le bas, par un territoire, c'est aussi un autre public qui peut être intéressé par cela. Un public peut-être annexe, c'est sur cette notion de topographie légendaire, sur la façon dont un territoire prend forme à travers d'un certain nombre d'actions et de représentations. Donc à la fois, j'ai essayé de faire une introduction qui puisse être une introduction à la méthode pour des étudiants éventuels ou des collègues, qu'ils soient sociologues, ce qui est mon cas, ou géographes ou intéressés par le territoire. Donc il y a, me semble-t-il, ce public-là, très, très diversifié là aussi. Alors le public s'intéresse au tourisme aussi, comment le tourisme a pris forme dans un territoire en Bretagne au 19e, qui n'est pas un peu la côte sur laquelle on connaît assez bien les choses, quoi. Voilà, donc cette diversité, comme la diversité des représentations de Brocéliande.